Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous accueillir, de vous retrouver sur El Mararabia pour ce nouveau numéro de Sans frontières. 11 ans après le suicide par le feu de Mohamed Bouazizi, paix à son âme, à Sidi Bouzid, un certain 17 décembre 2010. Événement, on s'en souvient tous, qui a donc lancé la saison des printemps arabes en cette année-là en Tunisie, vous l'avez compris. Le chef de l'État, Kais Saïed, il a 63 ans, enseignant en droit constitutionnel, on va longuement en parler, élu en 2019 en tant que président de la République de la Tunisie à la faveur d'un vote anti-système. Il a activé le 25 juillet dernier l'article 80 de la Constitution sur l'état d'exception. On va tenter avec notre invité de vous expliquer tout ça et de revenir sur la situation en Tunisie, l'état d'exception, limogeage du Premier ministre, suspension des activités du Parlement et qui s'est donc octroyé de fait le pouvoir judiciaire et les pleins pouvoirs. Des laisses des manifestants, des scènes de liesse populaires dans les rues de Tunis ont salué ce geste d'autorité malgré tout. La population tunisienne était à bout de patience face à la paralysie des institutions. Notre invité va nous expliquer tout ça. Mais aussi de nombreux Tunisiens et Tunisiennes de partis d'opposition sont sortis dans la rue pour dénoncer ces décisions qualifiées de coup d'État encore aujourd'hui. Le 20 septembre, Kais Saïed choisit Sidi Bouzid, berceau de la Révolution, pour sa première adresse à la nation qu'il a décrété, depuis qu'il a décrété l'état d'exception, je vous le disais, le 25 juillet. Un discours de plus de 45 minutes après un réquisitoire sévère contre le système de gouvernance issu de la Constitution de 2014, mettant notamment l'accent sur les ravages de la crise sanitaire qui touche le monde maintenant depuis plusieurs mois. Annonce de la mise en place d'une nouvelle organisation des pouvoirs publics, la nomination d'un gouvernement et la promulgation d'une nouvelle loi électorale. Sans surprise, lors de ce discours, l'état d'exception est maintenu, impliquant la suspension donc du Parlement, je vous le disais, et la levée de l'immunité des députés. Une révision de la Constitution est envisagée en promettant de ne pas toucher aux droits et aux libertés. C'est ce qui fait polémique aujourd'hui. En tout cas, ce ne sont pas les analyses, notamment des partis d'opposition et puis des Tunisiens et des Tunisiennes, puisqu'il y a énormément d'arrestations arbitraires et de répression en Tunisie. Alors que le président Kais Saïed s'est donc attribué les pleins pouvoirs, la perspective d'un avenir proche, démocratique, semble fortement compromise. Notre invité va nous décrypter tout ça. Les contestations se poursuivent encore aujourd'hui en Tunisie et ailleurs dans le monde comme à Paris. Des centaines de manifestants de tout horizon continuent à battre le pavé afin de dénoncer ces mesures exceptionnelles qualifiées de coup d'État. Une des questions principales qui se posent, il y en a plusieurs, bien évidemment. Pourquoi et comment Kais Saïed en est-il arrivé à prendre une telle décision? Il aurait pu le faire en 2019, il le fait en 2021 et s'abroger les pleins pouvoirs. Quelles sont les issues et les solutions possibles pour sortir de cette impasse qualifiée d'autoritaire? Peut-on qualifier les décisions du président de coup d'État et de transformer le pays en une dictature? Aujourd'hui, on viendra, bien évidemment, on fera un lien avec les années Ben Ali, qui lui a été chassé il y a quelques années, notamment suite à cette révolution. Je vous propose de revenir sur ces quelques images de manifestants, justement, en Tunisie, et j'aurai le plaisir de vous présenter mon invité dans quelques instants pour revenir sur la situation de ce magnifique pays qu'est la Tunisie.
Si vous venez de nous rejoindre sur El Maralbiya, bienvenue à vous pour ce nouveau numéro. On parle ce soir de la Tunisie, un magnifique pays avec un peuple uni, d'une très belle richesse, d'abord des paysages, mais aussi un peuple aux grandes valeurs. On va revenir sur la situation avec ce pays qui est bouleversé maintenant par ce coup d'État. En tout cas, c'est ce qui est qualifié en Tunisie. On reviendra bien sûr, je ne vous l'ai pas dit en préambule, mais on reviendra sur la nomination de Najla Bouden, première ministre. C'est une grande première en Tunisie puisque c'est la première fois qu'une femme arrive à de telles responsabilités, mais une grande question qui se pose, c'est Kais Saïed qui dirige et qui préside le Conseil des ministres. Quels seront réellement les pouvoirs de cette première ministre, donc Najla Bouden? Il est avec nous pour en parler. Oussama Khlifi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci, quel plaisir de vous accueillir. Si je ne me trompe pas, vous êtes député. Vous ne pouvez plus exercer avec la situation actuelle en Tunisie. Vous êtes aussi adjoint, si je ne me trompe pas, de Nabil Kaloui, président de Qalb Tunis, emprisonné, pareil, arbitrairement en Algérie maintenant depuis quelque temps. On va commencer par ce peuple. On vient de voir ces images. La situation, on va parler de l'essentiel, c'est le peuple tunisien aujourd'hui, puisqu'il est face à une situation. Vous allez aussi nous dire dans quelques instants, est-ce qu'on fait un retour dans les années Ben Ali avec le comportement et les décisions de Kais Saïed? Le peuple, il est dans la rue, il est uni face à cette situation. On est en France, vous avez des contacts avec vos familles, vos frères, vos confrères et consoeurs politiques. La situation dans le pays aujourd'hui? Ben non, le peuple, il n'est pas uni, il est divisé. Comme vous le voyez, il y a deux franges. Une frange qui défend la démocratie, qui défend la Constitution, et une autre frange qui défend le président et sa vision. Et c'est un peu désolant. Moi, ce qui me désole dans ce qui se passe et dans cette décision, c'est que notre peuple, le peuple tunisien, aujourd'hui, il est divisé. Et ça, c'est très dangereux. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'y a pas une déception? Alors c'est vrai que je parle d'unité, je le disais en introduction, ce n'est pas vraiment le cas, mais est-ce qu'il n'y a pas une déception sur un certain nombre de Tunisiens et Tunisiennes qui espéraient, notamment avec ces décisions-là, d'avoir aujourd'hui un autre pays, dont on parlera d'économie aussi dans quelques instants? Bien sûr, les demandes du peuple tunisien ont toujours été d'ordre économique et social, et c'est leur droit. La démocratie installée, bientôt 10 ans, n'a pas permis ça réellement, parce que pour mauvaise gouvernance et pour mauvaises décisions qui ont été prises, et ça, je veux bien le croire, et nous, à Qalb Tunis, on était les premiers à dire qu'il faut qu'on ait ces priorités-là, il faut qu'on fasse toutes les réformes nécessaires justement pour créer de la richesse, créer de l'emploi, créer tout ce qui peut nous faire avancer d'ordre économique et social, mais à chaque fois, il y a des approches idéologiques, et notamment celle du chef de l'État aujourd'hui, qui sont de tout changer, c'est-à-dire tout changer sauf les priorités, tout réformer sauf les priorités économiques et sociales. Et ça, c'est un vrai danger. Aujourd'hui, le président de la République a profité d'une situation de crise, qui est une situation économique et sociale, par un cumul qui est bien là, et qu'on essayait dans le Parlement, même s'il y avait des tergiversations, et même s'il y avait une bipolarisation qui était aiguë, mais qui était artificielle, on a essayé de changer les choses, de réformer par la voie de loi qu'on a votée, mais on va peut-être en revenir. Mais le chef de l'État était là pendant 2 ans. C'est lui qui préside l'exécutif, c'est lui qui a nommé 2 gouvernements, et c'est lui qui gérait, entre guillemets, la crise sanitaire qui est venue s'accrocher à tout ce malaise, et qui n'a pas pu la gérer lui-même, puisqu'il n'a pas pu ramener ni les vaccins à l'époque, et il a bloqué le gouvernement qu'il a nommé lui-même. Donc il s'est greffé à une situation catastrophique, et une situation sanitaire, c'est-à-dire un cumul, comme je vous ai dit, de mauvaises décisions, des réformes qui n'ont pas eu lieu, et puis une gouvernance catastrophique. Pour faire quoi, vous allez me dire?
Est-ce qu'il a décidé de trouver des solutions on va au y peuple? revenir. Non, c'est pour se trouver des solutions à lui, c'est-à-dire appliquer son programme qui était déjà là, même avant les élections de 2019. Justement, on va y revenir, on va y revenir sur cette question. Est-ce que réellement, c'est la question, puisque plusieurs semaines après ce coup d'État, puisqu'il est qualifié ainsi, est-ce que réellement les choses bougent et y a-t-il des solutions? Me poser la question, pourquoi on le qualifie ainsi? Oui, je voudrais juste terminer justement sur ce peuple, parce que c'est lui dont il s'agit. On parle effectivement qu'il n'y a pas une réelle unité, mais bon, moi je travaille aussi beaucoup sur l'Algérie. Une grande partie des Algériens, effectivement, sont contre ce président algérien, illégitime. Faut-il encore l'appeler président, puisqu'il est classé illégitime en Algérie par une grande partie de la population, mais il a tout de même des fidèles. Et aujourd'hui, en Tunisie, justement, vous parliez effectivement, vous disiez que le peuple n'est pas si uni. Est-ce que la proportion, c'est quoi? Est-ce que réellement, il y a plus de Tunisiens et de Tunisiennes qui ont envie de faire changer et de sortir de cette dictature, puisque coup d'État, ou est-ce que c'est plutôt équilibré? Non, le peuple tunisien est un peuple qui veut une vie meilleure. Et ça, il faut le comprendre. Et nous, en tant que députés représentants du peuple légitime, nous comprenons cette douleur. Et on était les premiers à dire qu'il faut s'occuper de ce côté-là et de ces demandes qui sont légitimes. À chaque fois, on revient vers les solutions politiciennes, c'est-à-dire vous, quand vous avez un problème économique, vous allez régler le problème. Eh bien, nos dirigeants, et entre autres aujourd'hui le président de la République, il va là où il n'y a pas de problème, c'est-à-dire la Constitution, les lois soi-disant qu'il veut changer, lui, mais d'une façon anticonstitutionnelle. Et je peux vous dire que ce qu'a fait Kais Saïed, non seulement, bon, vous dites que c'est un putsch constitutionnel, moi je dis que c'est une déviation très dangereuse parce qu'il a été élu avec cette constitution, il a juré sur cette constitution pour la garder, la sauvegarder, et son rôle primaire dans cette constitution, c'est de garder le peuple uni et l'unité de l'État. Aujourd'hui, on a un État divisé, puisqu'il n'y a plus les institutions organiques, c'est-à-dire ceux qui composent cet État. Il n'y a plus de Parlement, il n'y a plus de gouvernement, et on va revenir au gouvernement qu'il a nommé par un décret qui lui donne, avec lequel il s'octroie tous les pouvoirs. Pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, pouvoir de gouvernance. Vous me direz, c'est bien, il se donne toutes les responsabilités. Où est la démocratie? Voilà. Il profite d'une démocratie qui est venue s'installer et qui a été réclamée par le peuple et qui est obtenue par le sang, parce qu'il y a des gens qui sont morts pour installer cette démocratie. Il jure sur le Coran qu'il va respecter cette constitution, cette démocratie et cette volonté, et il vient nous chanter, excusez-moi le mot, une note de la symbolique un peu utopique, c'est-à-dire tout casser cette démocratie pour faire quoi? Non pas pour subvenir aux besoins qui sont existentiels et qu'il faut régler tout de suite. Qu'il fallait régler même hier, pas aujourd'hui. Et il touche à d'autres choses qui sont dans son programme d'ailleurs, parce que nous, on s'est présenté, on a présenté un candidat contre lui et on était au courant de son programme, c'est-à-dire qu'il voulait même avant les élections anéantir les élections législatives, anéantir la Constitution et se débarrasser du Parlement. Vous avez répondu à ma question, il a été élu, si je ne me trompe pas, en octobre 2019, le 23, on est bientôt le 23. Est-ce qu'auparavant, parlez-nous rapidement de ce chef d'État, Kais Saïed, est-ce qu'auparavant, avant d'arriver donc au pouvoir en tant que président, et puis depuis, est-ce que réellement on a senti dans le pays, ne serait-ce qu'une petite pointe de démocratie réelle, travailler tous ensemble, avoir les idées des uns et des autres, ou c'était tout de suite peine perdue?
Vous savez, en Tunisie, le président de la République a une certaine valeur. Et surtout, de tout temps. L'institution de la présidence de la République, ce n'est pas de l'adoration, mais c'est dans les mentalités. Et le président de la République a ce qu'on appelle le pouvoir du magistère, c'est-à-dire quand il parle au peuple, normalement c'est pour unir. On a un président de la République, excusez-moi du peu, mais du terme, qui divise. Il parle de ceux qui sont avec lui, qui sont... Et ça, vous le ressentez depuis 24 mois maintenant? Mais bien sûr, son discours a été toujours divisé. Ce coup d'État, et rien que ça, il était attendu, ce coup d'État, selon vous? Nous, en tout cas, on a prévenu de cette action et on savait qu'elle allait... qu'il allait passer à l'action, parce que c'était prévisible. Il bloquait ses propres gouvernements. Il attendait, bien sûr, il s'est passé des choses au Parlement. Il ne faut pas dire que c'était sain, et ça, on peut en parler, parce que c'est un autre maillon de la situation, c'est-à-dire cette démocratie un peu fragile qui fait monter au Parlement des gens qui n'ont pas le sens de l'État. Et donc, quand ils se retrouvent à l'intérieur de l'État, ils ne le préservent pas. Et il y a eu cette image qui est dégradante du Parlement. Mais ceci dit, ça se règle, ça s'arrange avec des lois. On est quand même législateur et on a commencé à vouloir corriger tout ça, à corriger ces lois intérieures du Parlement, à vouloir limiter de tout ce dépassement qui était un dépassement dans lequel nous, on ne le soutenait pas et on n'était pas fiers, on était contre. Mais de venir profiter de cette situation et passer comme ça en douce, pour se retourner contre la Constitution et se retourner contre les valeurs sur auxquelles tout le monde sont d'accord, c'est-à-dire après un consensus large, on a obtenu, excusez-nous du peu, le prix Nobel pour le consensus et pour cette approche tuniso-tunisienne, le génie tunisien qui a fait que tout le monde vit ensemble et tout le monde se respecte et tout le monde peut avoir des idées différentes, mais jamais on a eu cette fraction, cette division au sein du peuple tunisien, et ça c'est très dangereux. Alors selon vous, pourquoi en est-il arrivé à de telles décisions aux extrêmes? La justice, la liberté, même s'il dit que dans la Constitution, la première partie de la Constitution ne va pas bouger, notamment sur la liberté des droits. J'aimerais bien avoir votre avis, mais pourquoi en est-il arrivé à une telle extrême sur les pleins pouvoirs, alors qu'il aurait peut-être pu faire autrement? Il n'a pas le droit de toucher à la Constitution. De par la Constitution, il n'a pas le droit de toucher. La Constitution dit comment on peut changer les textes de loi, les textes constitutionnels. Et lui, il a surpassé tout ça, il a surpassé la Constitution sur laquelle il a promis qu'il allait la préserver pour appliquer, monsieur, son programme à lui. Il ne le cachait pas. Pendant les élections, il a toujours dit qu'il n'était pas d'accord avec cette constitution, qu'il n'était pas d'accord avec le Parlement avec un grand P, c'est-à-dire celui-là ou autre. C'était prémédité. Tout ça, c'était prémédité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Revenez à ces déclarations, même avant les élections, le monsieur avait déjà un programme qui dit qu'il allait changer la Constitution comme il le veut et puis ne pas laisser le Parlement travailler et le destituer. Donc, tout le reste, ce n'est que du feu de paille. Très bien. Alors, je réitère ma question. Je voudrais qu'on avance parce que j'aimerais aborder plusieurs sujets avec vous. Selon vous, pourquoi en est-il arrivé à prendre une telle décision à l'extrême? Je viens de vous répondre, c'était prémédité. Mais son objectif personnel, c'est quoi? C'est d'imposer une dictature? C'est de mettre le pays au chaos? Il a une vision qu'il a expliquée pendant sa campagne électorale. Il veut l'appliquer, c'est-à-dire sortir des clous constitutionnels, sortir de tout ce qu'on a bâti pendant 10 ans. On a perdu beaucoup de temps, on ne s'est pas occupé de l'essentiel, c'est-à-dire tout ce qui est économique et social. Et il a une vision, et je vous dis, c'est une question préméditée, et c'est une étape
qu'il a ramené dans ses valises quand il est rentré au palais. Ce n'est pas un truc qu'il a découvert comme ça, genre bonjour, aujourd'hui ça se passe mal, on va changer les choses. Non, c'était des trucs prémédités, nous on le savait. On avait prévenu de ces actions et on savait aussi les répercussions que ça pouvait avoir parce que ça a créé quoi? Ça a créé un climat délétère. Aujourd'hui, vous avez des députés qui sont arrêtés par les tribunaux militaires, vous avez des télévisions qui se font arrêter, soi-disant, parce qu'elles n'ont pas, mais bon, ça c'est un sujet sur lequel on peut débattre des heures. Je pense que vous n'avez pas beaucoup d'heures pour débattre de ça. Mais vous reviendrez. En tout cas, mais vous savez, tout putschiste, quand il vient, mais quand il dit que la première partie, elle est importante, il ferme les partis politiques. Je vous donne le classique. Il ferme les partis politiques, il ferme les télévisions, il incarcère ses opposants et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand il dit que la première partie de la Constitution, donc qui concerne les droits et les libertés, est maintenue... C'est du feu de paille. C'est pas lui qui l'a... on dirait qu'il fait une faveur. C'est pas lui qui l'a ramené, ça. C'est le combat des Tunisiennes et des Tunisiens qui ont milité pour avoir ça, et c'est pas une faveur qui fait. En l'occurrence, là, c'est notamment Rachida, que vous devez peut-être connaître de nom ou personnellement, mais NFR, qui est grande ancienne conseillère de la communication du président, qui revient notamment sur cette première partie. Et puis, on a Mouna Adridi, spécialiste du droit constitutionnel à Carthage, qui dit que c'est une mesure transitoire qui a pour effet la suspension. Suspension de quoi? Suspension peut-être de cette constitution. L'objectif, c'est peut-être... C'est une suspension en bonne et due forme de la Constitution. Et quand vous revenez à la Constitution, ça c'est un crime. Et crime puni par la Constitution elle-même. Aujourd'hui, on est dans l'effet, bien sûr, du roi, parce qu'on est sur le fait accompli. Vive Kais Saïd, mais on est dans un putsch constitutionnel en bonne et due forme. Bon, vous allez me dire aujourd'hui, il est arrivé ce qui est arrivé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je dis que la démocratie en Tunisie et les acquis démocratiques vont résister à tout ça. Pourquoi? Parce que les Tunisiennes et Tunisiens ne se laisseront pas faire. Moi, j'en fais partie, je suis député, je représente ce peuple-là et je ne me laisserai pas faire. Vous allez me dire comment? On va se battre. Bien sûr qu'on va se battre. On va se battre avec les moyens légitimes qu'on a. On va se battre parce que ce qui est en train de se passer va disloquer l'État et va nuire au peuple tunisien. On connaît dans ces pays... d'Afrique du Nord notamment, puisqu'aujourd'hui l'Algérie est touchée, en tout cas c'est ce que vit le peuple, c'est ce que disent les réseaux sociaux. La Tunisie est touchée. Je voudrais aussi qu'après vous me fassiez un parallèle, puisque je vous ai rencontré à Paris il y a quelques jours, et beaucoup de manifestants que j'ai interrogés me disent on a fait marche arrière, on se retrouve sur les années Ben Ali, donc j'aimerais bien aussi avoir votre analyse là-dessus. Et puis vous le disiez, dans ces pays, vous disiez en tout cas, on le constate dans ces pays d'Afrique, parfois d'Afrique subsaharienne, il y a cette dictature. Est-ce qu'aujourd'hui vous restez optimiste quant à un changement? On sait que c'est difficile quand même, sur ces coups d'État, ces dictatures, de bouleverser les choses, de bouleverser la tendance et d'avoir un pays démocratique. Je crois que ce n'est pas le cas en Tunisie aujourd'hui. Moi je dis que ça ne peut pas être notre destin. Parce que ça a duré longtemps avec Ben Ali, qui a tenu le pays, certes, mais en tout cas il était très critique. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'est soulevé et il a repris ce qui est de droit. Pareil, ça va être la même chose. Ça peut durer un bout de temps, ça peut résister, parce que les gens, généralement, qui vont dans ces démarches-là, ne calculent pas l'avenir et ils ne sont pas conscients de ce que ça peut créer, même si ils réussissent pendant un moment à, on va dire, convaincre certaines franges du peuple que c'est la bonne voie. La dictature n'est pas la bonne voie.
le Est-ce qu'on peut retour, faire, je vous laisse le retour sur est-ce qu'on peut faire une les similitude accus, avec Ben Ali? Poursuivez, mais j'aimerais aussi avoir votre avis là-dessus. Est-ce que là, on a un semblant peut-être de cette époque? Ce sont deux choses différentes. Kais Saïd est venu, il a eu ce pouvoir-là en participant à une démocratie. C'est-à-dire que c'est de l'escroquerie qu'il est en train de faire. Vous avez été piégé, d'ailleurs, certains partis en parlent. Nous, on aussi. n'a pas été piégés, parce qu'on n'a pas voté Alors, le pour Kais peuple, Saïd, c'était clair. Le peuple, peut-être. On avait croyait. réclamé à ce que... D'ailleurs, on parle des élections présidentielles. Nous, on a participé à ces élections-là, et je peux vous dire que devenir président de la République, courir tout seul et devenir président de la République et venir premier, c'était trop facile. L'autre candidat était emprisonné, il est sorti 2-3 jours avant les élections. Bon, on a dit, c'est pas grave, on laisse, pour l'unité du pays, on laisse faire. Mais ceci dit, on a été chercher dans le programme et dans l'intention de ce candidat, et on a tout de suite vu la dangerosité de son programme. Parce que c'est un programme qui disstitue l'État, qui le fractionne, et c'est un discours qu'il a tenu, c'était un discours diviseur. Quand vous êtes président de la République, vous n'avez pas le droit de diviser votre peuple. Un président de la République se doit d'être rassembleur. Parce que le président de la République, c'est le président de tout le peuple. Il ne peut pas être président d'une frange du peuple. Il peut être un candidat d'une frange du peuple, mais il ne peut pas être président d'une frange du peuple, d'une partie du peuple. Il ne peut être que président de tout le peuple. Il doit rassembler tout le peuple. C'est ce que n'a pas fait Kais Saïd. Et c'est ce que Kais Saïd ne sait pas faire parce qu'il est resté candidat. Il n'a pas pris le costume du président de la République. Il n'a pas pris le costume de l'homme d'État. Un homme d'État, ça rassemble. Un homme d'État, ça trouve des solutions. Un homme d'État, ça ne pleure pas tous les jours pour dire les autres m'ont fait, les autres sont bons à rien, les autres sont dangereux, les autres... Mais vous êtes président de la République. Vous devez rassembler celui qui est bon, celui qui n'est pas bon. Un président de la République, je vous le dis encore une fois, c'est un homme d'État, c'est un chef de l'État et c'est un homme qui doit rassembler. Il est dangereux, ce monsieur, pour l'avenir, pour le Ses pays. actions... Je reprends ces mots parce que c'est des mots qu'on Moi, je ne parle pas de la personne. Moi, enfin, dans tout cas, de ses actes, mais c'est lié. Quand je parle de l'institution. Lui, il est à la tête de l'État et l'État doit rassembler tout le peuple tunisien. Aujourd'hui, notre État... La personne, elle est liée tout de même à ses décisions. C'est tout de même lui qui a pris la décision de République. Moi, je ne parle pas des personnes. Moi, je parle de l'institution. La présidence de la République. Le chef de l'État. Ça veut dire quoi? Qu'il y ait une manipulation derrière, qu'il ne soit pas tout seul à décider? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans ça. Je suis non, mais dans ça, la fonction. Avoir cette analyse. Non, je suis dans la fonction. Celui qui a une fonction... Il a une responsabilité derrière. Sa première des responsabilités, c'est de rassembler le peuple tunisien, c'est de l'unir. Oui, mais jusque selon vous qui êtes sur le terrain, qui est en politique, jusqu'où il pourrait aller peut-être? Rien que quand vous avez une responsabilité et que vous ne savez pas unir votre peuple, c'est vraiment dangereux. Et c'est vraiment parce que, écoutez, les démocraties, ça se construit et ça s'apprend. Une démocratie, quand on vient par la voie démocratique, on oublie son attachement et ses idéologies. On oublie, d'ailleurs la Constitution, elle dit, une fois vous êtes député ou président de la République, vous représentez tout le peuple tunisien, ceux qui sont avec vous ou ceux qui sont contre vous. Aujourd'hui, moi, je suis député. Moi, je suis député de ceux qui sont contre moi avant d'être avec ceux qui sont contre moi. C'est ça un homme d'État, c'est ça un chef d'État, c'est ça l'État. En tout cas, on en parle. Mais cette question, je pense qu'elle est importante. On en parle beaucoup de Kais Saïd. C'est quand même lui qui est aux hautes instances de l'État. C'est lui qui dirige. C'est le numéro 1 du pays, selon vous. Bon, bah là, effectivement, il a fait fort dans ses décisions. On va parler d'ailleurs de la nomination de Madame la Première ministre, à quoi réellement elle va servir, car il dirige le Conseil des ministres. Est-ce que demain, on peut s'attendre, vous le disiez il y a quelques instants, que vous y attendiez quelque part à ces décisions, peut-être pas celle-là, en tout cas, il y avait des prémices, et d'ailleurs les partis politiques, beaucoup s'y attendaient.
est-ce que demain, on peut s'attendre à ce que le président de la République tunisienne, Kais Saïed, puisse annoncer d'autres décisions qui pourraient amener le pays à d'autres dérives, à d'autres... D'abord, un président de la République, pour qu'il puisse trouver des solutions, il faut qu'il soit légitime. Là, il est sorti de sa légitimité constitutionnelle, puisqu'il frappe toutes les légitimités et il s'octroie, en autre mot, on va dire, il s'approprie tous les pouvoirs. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est fausser les règles du jeu et c'est aller à l'encontre de la Constitution qu'il a fait venir. Vous me parlez de sa nomination. Sa nomination, elle est illégitime d'abord, puisqu'elle est hors Constitution. Elle est faite et basée sur le décret 117 qui le met sur un pied on va dire, d'empereur et non plus de président de la République. Et d'autre part, vous me dites, c'est bien de nommer une femme, mais c'est aussi dégradant quand vous nommez une femme et vous ne lui donnez pas ni la légitimité, ni les prérogatives nécessaires pour pouvoir fonctionner. Vous allez en parler dans un instant. On va écouter Kais Saïed justement sur le limogeage de l'ancien ministre. يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي. الدستور لا يسمح بحله، ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله. On vient d'écouter justement le président Kais Saïed sur le limogeage de l'ancien Premier ministre. On présente tout de même cette personnalité politique maintenant, puisqu'elle est première ministre, Najla Bouden. Donc, elle a été chargée par le président de former un nouveau gouvernement. Elle est universitaire. Elle n'était pas très connue auparavant. Pour la première fois, c'est une dame, et ça, c'est tout à l'honneur de la Tunisie. Elle est chargée de former le gouvernement. Voilà ce que dit le chef de l'État, historique de la nomination pour la première fois d'une femme à la tête du gouvernement en Tunisie. C'est un honneur pour la Tunisie et un hommage à la femme tunisienne. Et on peut rappeler tout de même que dans ce pays, vous êtes à l'avant-garde pour l'émancipation des femmes, notamment du temps de Habib Bourguiba, qui leur avait aménagé en 1956 notamment un code de statut personnel. La polygamie est interdite, la répudiation et autorise le divorce, entre autres. Alors justement, votre avis, cette femme, est-ce que la question qui se pose, alors bravo bien évidemment d'avoir la seule femme, je crois en France, c'est Edith Cresson sous Mitterrand, il me semble. À quoi va réellement servir cette femme? Elle va le former, ce gouvernement, elle va diriger, elle va pouvoir proposer, imposer aussi ses axes politiques, ses orientations, ses choix. Si vous me posez la question, est-ce que c'est bien de nommer une femme? Bon, ça, je crois qu'on est d'accord. Bien sûr, mais ça... C'est un acquis extraordinaire. Oui. Mais j'aurais souhaité quand même qu'elle ait la légitimité nécessaire constitutionnelle pour pouvoir fonctionner et montrer ce qu'elle peut ramener, parce qu'il ne s'agit pas de sexe, il s'agit de ce que peut apporter une femme comme vision, comme peut-être image à la Tunisie, une image moderne, une image qui met en valeur la femme, parce que c'est dégradant. Excusez-moi, aujourd'hui, nommer une femme qui n'a pas de prérogatives et qui n'aura pas la légitimité, moi je ne veux pas être à sa place. Et puis, c'est mettre toutes les femmes dans l'histoire de la Tunisie dans une situation dégradante. Et avoir le courage de nommer une femme, c'était bien, mais encore faut-il que cette femme puisse travailler, puisse montrer ce qu'elle peut donner à son pays. Alors, selon vous, est-ce qu'elle sera sous l'emprise d'une forme de dictature? Peut-être pas une dictature, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, il s'est octroyé, le président de la République, tous les pouvoirs. Donc elle ne sert à rien, pour être clair. Il ne laissera personne gouverner avec lui. Il aurait voulu, il l'aurait nommé
une femme pour son premier gouvernement où il avait les possibilités. La deuxième fois, pareil. Bah, de toute manière, le président de la République fait toujours les mauvais choix. J'espère qu'il a fait un bon choix aujourd'hui. Et je souhaite à Madame Bouden de réussir, parce que dans sa réussite, c'est la réussite de la Tunisie. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit Premier ministre avec les pleins pouvoirs, avec la légitimité nécessaire pour une femme et pour montrer vraiment ce qu'elle peut rapporter. Et moi, j'ai dit, j'espère que le président de la République va revenir. Il le dit très bien ici. Le président de la République n'a pas le droit, par la Constitution, de destituer le Parlement. Mais il dit, il n'interdit pas de le geler. Donc il l'a gelé. Aujourd'hui, on a un Parlement gelé. Une femme à la tête de l'exécutif avec des prérogatives qui sont limitées et qui n'existent même pas, puisqu'elle sera presque la secrétaire d'État du président de la République. Et moi, je trouve que c'est dégradant pour la femme. Il a tout de même de bonnes idées. En tout cas, il souhaite prendre des bonnes décisions. Il dit clairement que la mission du gouvernement, c'est de mettre fin à la corruption. Je cite le président Kais Saïed. La principale mission du futur gouvernement sera de mettre fin à la corruption et au chaos qui s'est répandu dans de nombreuses institutions de l'État. D'abord, est-ce que lui, il a un lien? Il y a des chefs d'État au Maghreb, en Afrique subsaharienne et même en Occident ou en Amérique latine qui sont tout de même liés à une certaine corruption. Est-ce que c'est le cas de Kais Saïed? Et puis, est-ce que vous êtes satisfait, optimiste quand il dit que voilà, on mettra fin à la corruption grâce à ce nouveau gouvernement? Mettre fin à la corruption, c'est l'état de droit qui met fin à la corruption. Et ce n'est pas le cas en Tunisie aujourd'hui. C'est un État qui donne du pouvoir aux juges, qui met un arsenal juridique nécessaire pour... parce qu'aujourd'hui, on est dans quoi? On est dans la politique politicienne. La corruption, c'est mes rivaux politiques qui sont contre moi, donc ils sont tous corrompus. C'est pas ça, combattre la corruption. Combattre la corruption, c'est l'État d'abord qui doit combattre la corruption, mais dans un État de droit, c'est les lois nécessaires, c'est les juges indépendants et avec les moyens nécessaires. Ce n'est pas la chasse à la sorcière comme veut installer sur, bien sûr, une éventuelle... on est dans un climat délétère où tout le monde est corrompu. Tout le monde, si je ne suis pas d'accord avec vous, vous êtes un corrompu. Si vous êtes contre moi, vous gagnez des élections législatives ou autres, vous êtes corrompu. Ce n'est pas ça, le combattre la corruption. Et puis, aujourd'hui, la priorité du pays, c'est bien sûr combattre la corruption qui est bien là, comme dans tous les pays. Et ça existe. Quelque part, oui. C'est malheureux. Mais pour combattre la corruption, c'est structurel. Il faut enlever toutes les autorisations qui permettent la corruption. Et nous, à Khaltoun, on avait fait une proposition de loi pour enlever les autorisations préliminaires pour pouvoir fonctionner ou ouvrir une entreprise. Là, on combat la corruption quand on donne des outils aux investisseurs et au peuple tunisien de pouvoir créer de la richesse. Et non pas donner des outils ou fermer avec des législations qui sont d'ailleurs d'autres temps, qui ne sont plus d'actualité, parce que l'ouverture au monde aujourd'hui, elle est d'une certaine façon que ces lois ne sont plus efficaces. Et donc moi je dis que combattre la corruption, oui, mais il ne faut pas que ce soit dans un combat politique, c'est-à-dire tous mes opposants, je leur ferme leur parti pour cause entre guillemets de corruption, sans jugement, sans rien du tout, et je mène un combat contre mes opposants politiques en les traitant de corrompus et en faisant des campagnes, c'est-à-dire pour les dénigrer et pour les exclure de ma route. Ce n'est pas ça combattre la corruption, parce que la corruption, elle existe, mais il faut la combattre avec un arsenal juridique et des moyens pour pouvoir la combattre correctement. Donc aujourd'hui, vu qu'il prend les pouvoirs aussi de la justice, ce n'est pas possible. Dans l'indépendance de la justice qu'il faut, et
on va dire, dans une intégrité et honnêteté intellectuelle et politique qui est nécessaire pour pouvoir s'en sortir et pouvoir trouver des solutions. Nous sommes rencontrés il y a quelques jours à Pantin notamment, et je crois qu'il il en aura d'autres aussi dans les jours à venir. Devant le théâtre de Tunis, il y a quelques jours, donc le drapeau tunisien était présent, des slogans pour défendre cette constitution de 2014. Voilà ce que disaient les slogans: constitution, liberté et dignité nationale. La légitimité passe par le vote, unité nationale contre le populisme. Bien sûr, certains et beaucoup ont dénoncé le coup d'État. Nous voulons la légitimité, fin du régime de Kaïd Saïed. Voilà ce qu'on pouvait notamment voir parmi tous ces manifestants et ces manifestantes à Tunis devant le théâtre municipal. Je vous parlais il y a quelques instants de Pantin. On va voir ces quelques images et on se retrouve tout de suite après. قام عدد من المواطنين التونسيين القاطنين بفرنسا بتنفيذ وقفة احتجاجية اليوم 25 سبتمبر أمام قنصلية تونس بباريس تنديدا بالإجراءات الاستثنائية التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية. وطالب المحتجون بالعودة إلى المسار الدستوري العادي والحفاظ على المؤسسات الدستورية. ثم حدث كبير في تونس وقع، هو انقلاب على الدستور البلاد، انقلاب على البلاد كاملة. نحن هنا اليوم جانا باش نقولوا لقيس سعيد لا للي تعمل فيه الكل، اللي تعمل فيه الكل راهو باش يمسح الثورة، باش يمسح مسار متاع 10 سنين من مقاومة الفساد ومقاومة الدولة العميقة. منذ 25 جويلية تقريبا ما شفنا من تحركات قيس سعيد إلا الكلام، إلا محاربة الشباب الثائر أمثال سيف الدين بن مخلوف ونضال السعودي. يعني شباب لا شدوا الحكم، لا شدوا مناصب في الدولة، لا شدنا عليها ملفات متاع فساد. أنت تحارب فيهم علاش؟ اليوم مجتمعين في بونتان قدام القنصلية التونسية، احتجاج على تصرفات رئيس، تصرفات فرعونية، تصرفات ما تليقش برئيس دولة وما تليقش بالتوانسة اللي قاموا بثورة. احنا نرفض رفضا قاطعا توقيف الدستور، توقيف الأحكام الاستثنائية وشرعنة القوانين التونسية وغيرها، يعني يلزم تتكرس، والديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس. اتضح الآن للجميع كل القوى السياسية والمدنية والأحزاب عبرت عن رفضها المطلق وعن استعدادها لاستعادة الحرية والديمقراطية واستعادة المسار الديمقراطي بالنضال في الشارع مهما كلف الأمر. وهذا هو الذي نؤكد عليه، ونحن ننخرط في هذا من البداية إلى النهاية. اليوم العديد من فئات الشعب المستقلين والذين ينتمون إلى جمعيات مجتمع مدني وينتمون إلى الاتحاد العام التونسي للشغل وكل الطبقات السياسية على اختلاف مشاربها، يساريين، قوميين، إسلاميين، عروبيين، مستقلين، الكلهم اليوم سحبوا البساط من قيس سعيد، الكلهم اليوم ينددون بهذا الانقلاب وهذه الإجراءات الاستثنائية التي تجعله يملك بكل السلطات في يد واحدة، التي تجعل منه ليست هناك أي سلطة يمكن أن تراقبه أو يمكن أن تراقب الإجراءات القانونية التي يتخذها، وبالتالي هو السلطة التشريعية والتنفيذية والرئاسية، ولا يمكن بحال أن نقبل برئيس يحكم وحده. تواجدنا هنا للتنديد بالانقلاب، والانقلاب يفضي إلى خراب، وبالتالي نحن تواجدنا هنا حتى نجنب بلادنا ما يتأتى من الانقلاب. À cette manifestation, qui est une manifestation pour maintenir la démocratie en Tunisie, et donc en tant que député,
une de mes responsabilités d'être présent auprès du peuple qui est représenté ici en France pour défendre cette déviation. العالم الكل اتفق على انه يلزم يكون فما فصل بين السلطات في اي ديمقراطيه في العالم. اليوم احنا ديمقراطيتنا في خطر، حريه تعبيرنا في خطر، وما يلزمش الحاجه هذه تتعادى بالسهل مهما كان اخطاء نظام النهضه طيله العشر سنوات. فاذا برئيس الجمهوريه السيد قيس سعيد ينقلب حتى على نضالات الشعب التونسي ويقول بانها كانت تحت الحمايه. اذكر واعيد ان 25 سبتمبر 1915 اندلعت من ولايه تطاوين اول رصاصه ضد الاستعمار والاحتلال الغاشم. من الإخاء التقينا هنا، عاشت تونس حرة في استقلال، عاشت تونس حرة في استقلال، عاشت تونس حرة في استقلال. Voilà, si vous venez nous rejoindre sur El Maralebia, un nouveau numéro de Sans Frontières sur la Tunisie. Kais Saïd, on peut rappeler d'abord que ça a été publié au Journal officiel, un texte qui se substitue et qui remplace plusieurs chapitres clés de la Constitution, des mesures exceptionnelles comme il l'a dit clairement, qui prolongent notamment le gel du Parlement, permettent de légiférer par décret, ça c'est un élément important, présider le Conseil de ministres, on l'a dit, et d'édicter des lois dans tous les domaines. Est-ce que réellement, selon vous, qui l'avez côtoyé, qui était homme politique en Tunisie, est-ce que réellement il a une conduite? Est-ce qu'il réellement il a un projet politique à plusieurs niveaux? Parce que c'est ça la question aujourd'hui pour le pays, malgré ces décisions dont on a parlé et qui sont effectivement inqualifiables. Est-ce que réellement cet homme politique, ce chef de l'État, il a une orientation, il a une conduite, il a un projet politique pour la Tunisie? Bon, en tout cas, il n'a pas de solution. Parce que moi, comme vous me dites, un projet politique, le projet politique, in fine, il faut qu'il trouve des solutions. Aujourd'hui, les problèmes et la priorité du pays, elles sont d'ordre économique. Essentiellement, en tout cas. Essentiellement. Et puis les demandes, quand vous écoutez, aujourd'hui, pourquoi ces Tunisiens qui sortent, qui sont là, qui sont qui n'acceptent pas qu'on touche à leur constitution. Il y en a d'autres qui acceptent, parce que peut-être par ignorance, mais... Par espoir ou par rêve, peut-être par ignorance de ce que ça peut donner comme conséquence. Mais par espoir, est-ce qu'on trouve des solutions aux problèmes économiques? Kais Saïd n'a pas de projet pour réformer le pays économiquement. Sinon, il l'aurait fait depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est au pouvoir. Depuis les élections 2019, aucune présentation, aucune réforme présentée par les 2 gouvernements successifs que je rappelle qu'il a nommés lui-même. Il avait des ministres, il avait des gens au sein de l'exécutif et il était président de la République. Il aurait eu des solutions, il aurait eu un programme ou une vision, il nous l'aurait présenté. Aucune initiative de ce sort, aucune initiative pour trouver des solutions aux maux et aux problèmes économiques, d'ordre économique et d'ordre social, que de la parlotte. Et ce qui est dangereux, je le répète, non seulement il n'a pas de programme économique, il n'a pas de solution, il aurait des solutions, on l'a dit même avant. Vous, Monsieur le Président de la République, si vous avez des solutions, nous sommes là pour vous aider, parce que nous sommes là pour aider notre peuple. Et quand vous réussissez, nous réussissons tous, la Tunisie réussit. Mais moi, je ne peux pas être avec quelqu'un qui divise son pays. Pourquoi faire? Qui n'a pas envie d'écouter, si on prend des termes un peu simplistes. Il ne dialogue pas, il est sourd au dialogue, il ne veut pas dialoguer parce que tout le monde est mauvais pour lui. On ne peut pas être tous mauvais parce que monsieur a décidé. Il a décidé que les politiciens, les partis politiques, les députés, même les représentants de la société civile, monsieur ne répond à personne, il veut s'écouter que lui-même, il est dans la diffusion, il n'est jamais dans la réception. Excusez-moi du terme, il reste 3 minutes, est-ce qu'il n'est pas un peu, avec tout le respect que je lui dois, est-ce qu'il n'est pas un peu has-been, dépassé au bon sens du terme par rapport à ces nouvelles générations? On a dans certains pays du Maghreb, on en a parlé, et puis même en Afrique subsaharienne, on a ces chefs de l'État qui sont âgés, qui sont un peu aussi dépassés avec une nouvelle jeunesse.
Vous le prouvez ici. Moi, je respecte les personnes. J'ai beaucoup de respect pour le président de la République. Non, mais là, on parle bien sûr de ses actions, de ses décisions. J'ai beaucoup de respect pour tout le monde. En tant que député, je me dois de respecter les gens et je respecte même ceux qui sont d'un autre avis, c'est-à-dire qui sont avec ces actions. C'est la démocratie. Moi, mon devoir, c'est de prévenir et de dire que ce qui se passe aujourd'hui est très dangereux, parce que je le vois. Moi, quand un peuple est divisé, d'autant plus quand c'est mon pays qui est divisé, mon peuple est divisé, je ne peux que me battre pour l'union nationale. Moi, ce que je fais un appel aujourd'hui au président de la République, je fais un appel à toute la classe politique et au peuple tunisien d'être unis, parce que ce qui se passe en Tunisie est très grave, est très dangereux, il faut qu'on soit unis. C'est l'unité qui va nous faire sortir de cette crise. Et contre l'unité, il y a quoi? Il y a la division. Aujourd'hui, malheureusement, le président de la République a pris le chemin de la division. Nous, on a pris le chemin de l'unité. On veut unir notre peuple, on veut unir le peuple tunisien et on veut réformer dans le bon sens et non pas dans le sens d'un projet qui est farfelu. On ne connaît pas les conséquences parce que le président de la République, à ce que je sache, n'a pas présidé un pays avant. Il n'a même pas présidé une association. Il n'a même pas présidé une entreprise. Il ne sait pas présider. Donc, apprenons ensemble, c'est-à-dire que c'est une démocratie qu'il faut bien sûr accompagner. C'est un peuple qu'il faut accompagner. Vous avez raison, vous l'avez dit au début, on a un peuple extraordinaire, on a un pays extraordinaire. Encore faut-il qu'il faut le laisser uni. L'unité, c'est la solution. Moi, j'appelle à l'unité encore une fois. Tout le monde, même le président de la République. Juste un mot sur la situation maintenant concrète, le pouvoir d'achat. Comment vivent les Tunisiens, les Tunisiennes? Plus bas, bien sûr. Aujourd'hui, c'est difficile pour eux de faire face tous les jours au quotidien. On est dans une inflation qui ne fait qu'augmenter. Et parce que la Tunisie n'est pas une île toute seule, isolée du monde. C'est le monde qui subit de plein fouet cette crise sanitaire qui a déduit à une crise économique. La seule solution, c'est de réformer, bien sûr, mais cette ouverture, justement... Entre autres, c'est un pays qui avait aussi des difficultés économiques bien avant la crise. On a des possibilités, il y a des possibilités dans le monde. Le journal Forbes parle de 50 milliards à reprendre la relocalisation, parce que l'Europe, aujourd'hui, qui est notre partenaire essentiel et privilégié, veut relocaliser, mais ne veut pas relocaliser en Europe, il veut le relocaliser en Nord-Afrique. On a des possibilités, encore faut-il avoir l'intelligence nécessaire pour créer une stabilité économique, parce que sans stabilité politique, et sans stabilité économique, on ne peut pas créer de la richesse. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. La solution, c'est le peuple dans la rue maintenant, tous les samedis, tous les dimanches. Enfin, il faut que le peuple se soulève régulièrement en France, à Paris, en Tunisie. Je vous ai dit, je vous le redis, les acquis démocratiques et constitutionnels, on ne les laissera pas fuir. Et ce n'est pas avec la volonté d'une seule personne, aussi fort qu'il soit. Aujourd'hui, il est peut-être fort, il a toutes les institutions avec lui, et il vend un peu une idéologie qui divise encore une fois, et c'est ce que je reproche, mais cette personne, aussi forte soit-elle, si elle n'arrive pas à concilier et si elle n'arrive pas à trouver un consensus large, si elle n'arrive pas à rassembler et si elle n'arrive pas à remettre la démocratie sur les rails, bien sûr qu'il y aura un combat démocratique, parce que nous, on est des démocrates et on va résister démocratiquement. Merci. Juste un mot, avez-vous des nouvelles de Nabil Kaloui, qui est le président de Qalb Tunis? Est-ce qu'on a des nouvelles? Il est emprisonné en Algérie. Il est en Algérie. J'ai des nouvelles de la part de la famille, espérant que cette situation s'arrange dans les jours à venir. Et bien sûr, ça ne peut s'arranger que si les pressions politiques ne soient pas là. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous m'avez compris? Oui, bien sûr.
Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. On aura le plaisir de consacrer d'autres numéros à cette belle Tunisie. Oussama Khlifi avec nous. Donc vous êtes député bien évidemment et vous êtes à Paris. Et on a bien compris votre optimisme et cette envie de travailler avec tout le monde. Et je crois que c'est ça la politique. Merci les garçons en régie d'avoir préparé techniquement cette émission à mes côtés. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et à très vite pour un nouveau numéro de Sans Frontières sur Al Mararibia.